Bonjour à tous, je remercie le comité d'organisation de m'avoir invité pour cet événement et cette journée de sensibilisation. Aujourd'hui, on m'a demandé de vous parler d'intelligence artificielle et je vais vous expliquer en quelques notions de manière à ce que vous puissiez comprendre et appréhender ce phénomène qui a aujourd'hui envahi notre quotidien, les différents tenants et aboutissants, comment fonctionne l'intelligence artificielle en arrière-plan. On va parler d'une toute première notion qui s'appelle le big data. Qu'est-ce que le big data? On l'appelle également mégadonnées ou données massives. Ça va être un ensemble de données gigantesques qui peut être structuré, semi-structuré ou non structuré, qui va nous permettre d'alimenter l'intelligence artificielle, parce que pour réfléchir, on a besoin d'informations, et le big data constitue ces informations. Dans le domaine de tous les jours, ça peut être des données de GPS, des données de cardio récupérées sur une montre connectée, ou même les heures de sommeil. Tout ça, ça constitue votre big data, et on va pouvoir travailler avec et réfléchir avec l'intelligence artificielle. Bien évidemment, ces données constituent un paquet massif et énorme à traiter, et vous ne pouvez pas le stocker localement sur vos smartphones, sur vos ordinateurs classiquement. On va pouvoir les stocker dans ce qui s'appelle le cloud. Le cloud, ce sont des disques durs qui sont stockés dans des armoires, des serveurs et des grandes baies de stockage. Donc ça constitue la dématérialisation. Quelques exemples du big data dans le domaine des transports. Vous connaissez tous la régie Navigo et le STIF, avec les titres de transport. On va pouvoir analyser les flux de passagers de manière à pouvoir adapter les fréquences de bus, adapter les fréquences de métro et même éventuellement de tramway. L'application Waze, je pense qu'une grande partie de la salle l'utilise. C'est une application de GPS pour se repérer, pour trouver son itinéraire, qui a le gros avantage de pouvoir nous faire éviter les bouchons. Comment ça fonctionne? Tout simplement, en tant qu'automobiliste, on envoie des données dans le cloud qui vont être traitées. Si jamais Waze reconnaît un ralentissement ou un embouteillage, il va automatiquement vous proposer une autre route. Donc là, on est sur du traitement du big data, on n'est pas encore sur de l'intelligence artificielle. Et dans le domaine de l'aviation, on a les avions qui sont actuellement au-dessus de nos têtes, qui récupèrent des données météo et des données de couloirs aériens qui vont être capables d'adapter le chemin des prochains avions de manière à économiser du carburant et éviter éventuellement les turbulences. Le cloud computing, c'est un dérivé du cloud tout court. Donc le cloud simple, c'est pour stocker de la donnée. Le cloud computing, en fait, on va utiliser de la puissance de calcul informatique qui va être déportée. Donc ce sont des ordinateurs qui ne sont pas chez vous, qui vont travailler et vous renvoyer l'information. Dans le domaine du jeu vidéo, on a la société Shadow qui va permettre d'utiliser des ordinateurs très puissants stockés sur des serveurs, et avec un ordinateur ou même un smartphone, vous pouvez profiter de jeux très gourmands sans avoir à acheter un ordinateur dernier cri. Le text mining, c'est l'analyse textuelle, c'est la capacité que va avoir un ordinateur ou un système informatique à analyser un texte et à en ressortir du sens. Pour ce faire, on va s'appuyer sur des algorithmes d'analyse linguistique qui vont être capables de, par exemple, sortir des résumés d'un texte de plusieurs centaines, voire milliers de pages, et de vous faire un résumé syntaxique d'une page. Le text mining va permettre donc de faire des résumés, mais également de sortir du sens et des mots-clés. Donc ça peut être utile dans le domaine de la recherche de documents pour retrouver une étude ou même un document au fin fond de l'Internet. Le data mining, c'est exactement la même chose que le text mining, mais pour tout ce qui est autre que le texte. Donc ça va être des images, de la musique. On va être capable de chercher un chien sur une image, de chercher une information sur un contenu vidéo. Donc ça s'appelle le data mining. Dans le domaine de la médecine, c'est très utile puisqu'on n'utilise pas forcément que des données texte, on utilise aussi du données image et même des courbes, etc. Un exemple de corrélation mythique du big data, c'est une chaîne de grande distribution américaine qui a décidé d'analyser les paniers moyens de ses clients et se sont rendus compte que quand il y avait un achat de bière et de gâteaux, très souvent, c'était corrélé à l'achat de couches-culottes.
C'est pas forcément hyper évident, mais ils ont fait de l'analyse, ils ont réfléchi, et ils se sont rendus compte que c'était probablement les papas, les jeunes papas, qui allaient faire les premières courses après l'arrivée de bébé à la maison, et qui achetaient donc les affaires de première nécessité. C'est ça, première nécessité. Je vous fais un petit aparté un petit peu technique entre le machine learning et le deep learning, la différence. Le machine learning, on va donner des échantillons à un codeur humain qui va coder des algorithmes de manière à ce que la machine puisse l'utiliser et comprendre, dans cet exemple, que l'image affichée est une voiture. Avec le deep learning, c'est très différent. On donne un échantillon de test, un échantillon d'apprentissage à la machine. On lui dit, voilà, j'ai donné 100 images de voiture, réfléchis, je te donne derrière un panel de tests et tu vas me donner une réponse. Donc c'est la machine qui va réfléchir avec ses propres arguments, elle va se créer ses propres algorithmes. Il n'y a pas d'intervention humaine, c'est vraiment la machine qui aura réfléchi par elle-même pour nous donner une réponse. Il existe deux types d'apprentissage, l'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé. L'apprentissage non supervisé, c'est vraiment ce que je vous ai décrit. On donne un échantillon d'apprentissage, la machine apprend par elle-même, on la teste et on la corrige éventuellement. Donc elle apprend vraiment à la façon d'un jeune enfant qui va aller dans la rue, il va montrer un objet, on va lui dire c'est une voiture, on lui dit oui c'est une voiture, et il va apprendre et faire ses propres déductions. Avec l'apprentissage supervisé, c'est un petit peu différent. Il existe un expert qui va être capable d'agir sur les algorithmes et de pouvoir corriger un petit peu la manière de penser de l'intelligence artificielle. Les convolutions, c'est la manière dont la machine va être capable de reconnaître un objet et va être capable de l'analyser. Donc les convolutions, vous allez beaucoup en entendre parler. On va vous parler de réseaux à convolution dans les médias. Comment ça fonctionne? Tout simplement, on s'est inspiré de la méthode de réflexion d'un animal. Un animal, il ne va pas analyser une image en global. Il va d'abord quadriller l'image et l'analyser point par point. Donc on va la quadriller et l'analyser avec des morceaux, et en passant différents filtres, on arrive à ressortir différentes informations. Par exemple, dans cet exemple, le schéma original est encadré en bleu, et en passant différents filtres, on peut se retrouver tout en bas au milieu avec presque un plan d'architecte. Donc ça va nous permettre d'obtenir des informations de contour, des informations de contraste qu'on n'obtiendrait pas à l'œil nu. En radiologie, on utilise de l'imagerie numérisée et l'informatique adore le numérique. Et donc, le gros avantage de la radiologie, c'est qu'on va pouvoir directement, avec l'intelligence artificielle, analyser les images de données numériques. On n'a pas besoin de les regarder en échelle de gris. Également, on est capable de faire de l'analyse de moyenne parce qu'aujourd'hui, nos capacités informatiques sont limitées et on n'est pas capable d'analyser un ensemble d'images. Donc on va faire des moyennes de calcul des pixels de manière à pouvoir afficher des moyennes, des images qui sont légèrement réduites, de manière à ce que l'informatique mette un temps raisonnable à nous répondre. Voilà le genre d'exemple que vous allez voir. Ça paraît un petit peu effrayant vu de prime abord, mais vous allez souvent voir maintenant ces organigrammes quand on parlera d'intelligence artificielle. C'est juste pour vous montrer que pour repérer un bateau dans une image, ce sont une cascade de convolution et de pooling. Donc la convolution, c'est le quadrillage. Le pooling, c'est la réduction de la qualité de l'image, de manière à ce que l'informatique soit capable de gérer cette information. Et c'est la même chose en radiologie. On va utiliser ce système. Grâce à ce processus, maintenant, on arrive à faire énormément de choses, comme traduire des langues en temps réel. Vous pourrez utiliser sur Internet l'outil DeepL, qui est vraiment très performant pour faire de la traduction simultanée écrite. On peut également commander ces appareils par la parole. J'imagine dans la salle, il y a au moins quelques personnes qui sont occupées qui sont équipées d'un Google Home ou Alexa d'Amazon. Et on peut également analyser les visages des clients sur les panneaux, dans des caméras, sur des panneaux dans les magasins, pour voir le ressenti du client. Ça s'appelle l'informatique affective, et ça va faire une grosse percée dans les années à venir. Et il y a également la correction des mauvais comportements en voiture et le pilote automatique qui fonctionne avec l'intelligence artificielle, avec quelques déboires.
Dans le domaine médical et dans le domaine de la radiologie en particulier, le big data, ça va être toutes nos images qui sont contenues sur nos disques durs. Donc vous savez qu'on stocke les images sur des disques durs durant un certain laps du temps. C'est ce qu'on appelle le PACS. C'est aussi nos comptes rendus qui sont écrits. Donc ça va pouvoir être utilisé par l'intelligence artificielle. Le cloud computing, on va pouvoir utiliser des puissances de calcul déportées de manière à analyser les images. Le data mining, c'est la fouille qui va être réalisée sur les images, sur les comptes rendus, sur toutes données qu'on a réussi à produire par les examens médicaux. Et le deep learning, bien évidemment, va nous permettre de faire de la quantification de lésions. Ça va nous permettre également de faire de la segmentation de zones. Alors, je vais vous parler maintenant des travers de l'intelligence artificielle. Le premier, ça s'appelle la black box. Qu'est-ce que c'est la black box? C'est la boîte noire. C'est la manière dont l'intelligence artificielle va réfléchir. Et malheureusement, aujourd'hui, pour comprendre comment fonctionne l'intelligence artificielle, comprendre comment les algorithmes fonctionnent, il n'y a pas 36 000 solutions. Soit il faut y passer énormément de temps parce qu'elle a constitué ses propres algorithmes et il faut plonger au fond de la black box pour la comprendre. Soit on décide de lui faire confiance avec des échantillons de tests. Donc voilà, il faut réussir à trouver un compromis et réussir à faire confiance à l'intelligence artificielle. Il faut vraiment comprendre que l'intelligence artificielle, c'est vraiment comme un collègue que vous ne connaissez pas. Il va venir, vous ne le connaissez pas, vous lui soumettez des cas et vous allez voir comment il réagit, si son jugement est logique. Et donc voilà, il faut réussir à faire confiance à l'intelligence artificielle comme si c'était un collègue dont on ne connaît pas le niveau de compétence. Il y a aussi un souci, c'est le prix. Je vous en ai parlé rapidement. Aujourd'hui, les progrès informatiques permettent de faire énormément de choses. Malheureusement, pour faire de l'intelligence artificielle, on a besoin d'outils très pointus et très puissants, comme ce dernier système de chez NVIDIA qui a été présenté à 400 000 €, qui est la pointe de la technologie en termes d'intelligence artificielle. Et en général, pour faire de l'analyse d'images, on en a besoin de 3 ou 4. Donc ça vous donne un ordre d'idée de pourquoi on va utiliser le cloud computing, parce qu'on n'aura pas toujours besoin d'utiliser de l'intelligence artificielle, et je pense qu'on va l'utiliser à la demande. Donc on va louer cette puissance de calcul. Le cadre légal aussi, qui est encore un peu flou. On a quelques organismes qui commencent à se poser des questions, comme le CNIL, comme les sociétés savantes. Il va falloir vraiment trouver un juste milieu entre la responsabilité du constructeur, la responsabilité du médecin, si jamais il y a une erreur, si jamais il y a un point de discorde, voilà, c'est encore des sujets qu'il va falloir établir. Il y a aussi un souci, c'est que pour reconnaître une voiture sur une image, c'est plutôt simple. Un enfant arrive à le faire. Par contre, pour voir la pathologie sur cette radiographie du pied droit, c'est moins évident parce que la taille de la pathologie est beaucoup plus petite que l'image affichée. Et là, en l'occurrence, elle est toute petite. Donc voilà, c'est beaucoup plus compliqué et il va falloir vraiment beaucoup plus de puissance de calcul pour trouver ces pathologies. Je vais vous parler un petit peu de l'intelligence artificielle en 2018. Aujourd'hui, en intelligence artificielle en imagerie médicale, voici les outils qu'on utilise. On a le Philips Smart Spine qui va nous permettre de placer automatiquement nos images en cours d'acquisition et qui va nous pré-mâcher le travail ou même nous aider à placer mieux nos coupes. Donc là, en l'occurrence, c'est des coupes d'IRM pour placer dans l'axe des disques intervertébraux. Donc voilà, c'est des algorithmes qui vont être capables d'apprendre l'anatomie humaine et qui vont être capables de placer les coupes de manière optimale. On a des études qui ont été faites, typiquement cette étude de novembre 2017 qui a fourni des images de tests à l'intelligence artificielle à la recherche de fractures de poignets avec un taux de réussite de 95,4% sur pas loin de 2000 échantillons. Donc on est quand même sur quelque chose qui est intéressant, qui pourrait aider dans des cas d'urgence à trouver les fractures plus rapidement ou même réaliser une prise en charge plus rapide du patient. On a également cet exemple d'août 2017 avec la recherche
de tuberculose par l'intelligence artificielle qui a été développé pour les pays émergents, ce qui est très intéressant parce qu'ils sont aussi en manque de médecins et ça peut être intéressant. Et ce qui est amusant, c'est qu'on est sur du 98% de réussite de recherche de foyers de tuberculose avec l'intelligence artificielle, et quand un médecin passe derrière, on est à quasiment 100% de réussite. Donc c'est intéressant de voir cette collaboration intelligence artificielle humain. Je pense qu'il faut créer un cercle vertueux de manière à potentialiser les avantages des deux camps. On va parler un petit peu de mammographie. J'ai trouvé cette étude intéressante. C'est une étude qui permet de réduire la dose de rayonnement lors des mammographies. Donc on crée des images qui sont sous-exposées. Et grâce à l'intelligence artificielle, on va être capable d'améliorer la qualité image vers un équivalent mammographique à pleine dose, entre guillemets. Et également, quand on a des images de mammographie pleine dose, on va pouvoir les magnifier et donc créer des images d'encore meilleure qualité. Donc l'intelligence artificielle est capable de sauver des images mal acquises, mais également d'améliorer la qualité image de l'acquisition, d'une acquisition normale. La société Therapixel, qui est une société qui est dédiée à la mammographie également, qui va être capable d'analyser les mammographies et de nous pointer du doigt des zones qui sont à risque. Voilà, ça ne remplace pas le radiologue, mais ça permet de nous alerter sur certaines zones qui sont inquiétantes. Après, à nous, en tant que professionnels, d'infirmer ou d'affirmer la lésion. Voilà, donc là, c'est le processus. J'ai trouvé cette slide intéressante. On a l'acquisition de l'image. Derrière, on a l'autorouting sur lequel il va y avoir une anonymisation des données patients qui vont derrière être poussées vers les serveurs de Therapixel dans le cloud. L'analyse va être réalisée sur leur service. Ils vont nous renvoyer un rapport anonyme. Dans notre service, le serveur d'anonymisation va refaire son travail inverse pour recoller les morceaux, savoir à qui appartient ce rapport. Et ensuite, derrière, on peut faire la lecture de l'image et la lecture du rapport. Mammorisk, c'est un outil qui va permettre de réaliser de la personnalisation de la mammographie au niveau des délais de mammographie en prenant en compte l'historique personnel, l'historique familial et toutes les données génétiques. Ça va permettre de créer un profil par femme personnalisé pour le dépistage. Donc vos mammographies vont peut-être être étalées, peut-être être raccourcies selon vos antécédents familiaux et selon un nombre de critères assez importants, dont la densité mammaire. La densité mammaire, comment on va la mesurer? Eh bien, tout simplement en faisant une mammographie et en comparant ces niveaux de gris avec des échelles qui ont été calculées via l'intelligence artificielle pour la machine en question. Donc si vous passez sur un mammographe d'une marque en particulier, les échelles de gris ont été calculées de manière à pouvoir considérer votre densité mammaire, qui est un facteur important pour la prise en charge du cancer du sein. Un petit exemple un peu impressionnant, j'ai trouvé cette image jolie, c'est la société californienne Arteris qui est capable de créer des imageries cardiaques en 4D via une acquisition qui dure environ 10 minutes en respiration libre en IRM, là où auparavant les images étaient acquises en pas loin d'1 heure et quart, voire 1 heure et demie, en apnée. Donc on parle vraiment d'un confort pour le patient. On s'installe dans la machine, on respire normalement, les images sont acquises pendant 10 minutes. Derrière, on pousse nos images sur les serveurs d'Arteris et on récupère ces données vectorielles qui nous permettent de créer des images magnifiques et surtout très informatives et quantitatives. Donc voilà, on a vraiment un apport de l'intelligence artificielle lors de la prise en charge du patient. On raccourcit vraiment la durée de l'examen et beaucoup plus confortable parce qu'on n'a pas besoin d'appliquer des apnées aux patients. Ça se fait en respiration libre. Le rapport de Cédric Villani du 29 mars a fait une petite aparté sur l'intelligence artificielle dans le domaine de la médecine. Et en particulier, j'ai retenu quelques notions. La première, c'était, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais de vraiment établir le cadre de responsabilité.
Deuxième notion que j'ai retenue, c'est vraiment, il a incité les jeunes médecins qui sont actuellement en formation à s'emparer du phénomène de l'intelligence artificielle de manière à pouvoir le suivre et de manière à pouvoir l'utiliser dès qu'ils seront en activité et surtout ne pas se laisser déborder et ne pas se laisser dépasser par ce phénomène qui va profondément modifier la manière de prendre en charge nos patients. En conclusion, je dirais que l'intelligence artificielle, c'est vraiment une aide. En 2018, on est sur des balbutiements. On commence à voir émerger des solutions pratiques. Beaucoup de choses sont validées d'un point de vue scientifique. Il faut maintenant pouvoir les utiliser au quotidien. L'intelligence artificielle va vraiment permettre d'améliorer la prise en charge des patients. Il faut vraiment considérer cette intelligence artificielle comme une aide et comme un partenaire plutôt que de la considérer comme un ennemi. Il faut créer un échange vertueux et une collaboration active entre l'intelligence artificielle et les médecins de manière à pouvoir prendre en charge au mieux nos patients. Je vous remercie de votre attention.